Bonsoir à tous. Je suis Pascal Hérault, je travaille au journal L'Opinion. On est ensemble pour à peu près 1h30 pour discuter autour du livre de Radija Mohsen-Fina et Pierre Vermeuren. Radija est politologue, enseignante à l'Université Paris-Sorbonne et chercheur associé aussi. Pierre Vermeuren est historien, enseignant aussi et chercheur dans cette même université. J'ai reçu cet ouvrage il y a à peu près 1 an. Il est publié 6 mois, octobre 2018 exactement, publié chez Belin. J'ai été un peu surpris la première fois que je l'ai vu, dissident du Maghreb. Je n'avais pas vraiment cette image de dissidence au Maghreb. J'avais plus entendu parler de combattants, de l'indépendance, de nationalistes, de militants des droits de l'homme, d'activistes plus récemment. Ils reviendront, je pense, sur cette acception assez large du terme de dissident, dont on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais moi, j'avais plus cette image des dissidents à travers des grandes figures, Lech Walesa, syndicaliste polonais, Václav Havel, Antczeki, mais pas vraiment pour le Maghreb. Mais en fin de compte, au fil des pages, cet ouvrage, c'est un grand voyage à travers la décolonisation, les 60 années d'indépendance dans ces pays-là. Et au fil des pages, on voit le combat des nationalistes, ceux qui ont été conduits, les grandes figures du socialisme aussi, les berbéristes, les islamistes, les activistes aussi, beaucoup plus récemment, ce qu'on appelle les cyberdissidents aussi. Et ça nous projette dans les événements de 2011, bien sûr, le printemps arabe, qui rejaillit actuellement avec les événements qui se passent en Algérie et au Soudan. Donc on pourra ouvrir le débat à la fin sur ces nouvelles formes de protestation. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander à tous les deux un peu de nous faire un petit exercice de lexicologie et de méthodologie et nous expliquer pourquoi, quelle est la genèse de ce livre et pourquoi ce travail. Je pense que j'ai ce qu'il faut, donc je n'ai pas besoin de micro. Bonsoir à tous et merci d'être là. Alors effectivement, pour en revenir à l'idée de faire ce livre, ça a commencé en 2011 lorsqu'on a observé le soulèvement en Tunisie et on en a beaucoup discuté, Pierre Vermeuren et moi-même. Et on s'est demandé finalement qui étaient ces hommes et ces femmes qui occupaient la rue et qui n'appartenaient pas à un parti politique précisément. Au contraire, les partis de l'opposition étaient absents. Non seulement ils n'avaient pas vu venir cet événement, bien sûr, puisque c'est une révolution, mais ils n'avaient pas accompagné ce mouvement. On s'est demandé aussi pourquoi il n'y avait pas de figure qui se distinguait, qu'il n'y avait pas de leader, et finalement, qui étaient ces hommes et ces femmes qui, un jour ou l'autre, disent non à des pouvoirs autoritaires, qui refusent d'être gouvernés de manière autoritaire, qui investissent la rue et qui sont déterminés à en découdre avec un chef d'État autoritaire qu'ils ont très rapidement appelé en arabe un dictateur. Un dictateur, et très rapidement, après son départ, ils ont parlé aussi de l'ancien régime. Donc, il était difficile pour nous de voir en eux des opposants, des hommes et des femmes en colère, et on a pensé effectivement à ce terme de dissidence qui, en règle générale, est appliqué au monde communiste et qui n'a jamais été appliqué pour le monde arabe ou le Maghreb.
Alors à partir de là, effectivement, c'était un peu hasardeux de plaquer ce terme sur ce qu'on voyait, mais au fur et à mesure qu'on se demandait si ce type de comportement avait déjà existé dans les pays du Maghreb, nous disions que ce n'était pas finalement une folie que de les appeler les dissidents. Alors on en a rencontré plusieurs d'entre eux dans les 3 pays du Maghreb central et on a remarqué que la dissidence, le fait de dire non à des régimes autoritaires, a toujours existé dans ces pays et on a décidé, nous, de commencer notre observation, notre analyse au lendemain des indépendances et on a rencontré effectivement des gens qu'on a nommés, qu'on a choisi de nommer les dissidents et on s'est dit aussi qu'effectivement, si on ne les interroge pas, si on n'en parle pas, l'histoire ne retiendra pas leur action, ne retiendra pas leur comportement et finalement, ils vont s'évanouir alors qu'ils ont toujours joué un rôle dans l'histoire politique de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc. Pierre, vous voulez ajouter un mot et puis peut-être aussi définir ce terme de dissident, je crois qu'il vient du latin, si je ne me trompe pas, qui veut dire se séparer, et peut-être les différences avec, dans la nature des régimes entre les anciens pays, notamment du bloc soviétique et les pays du Maghreb. J'ai aussi un micro. Alors, moi j'ai habité au Maroc au moment de ce qu'on a appelé la succession dynastique et la transition politique de la fin des années, enfin qui n'est pas vraiment une transition, mais qui était quand même un grand moment de remuement à la fin des années 90 et au début des années 2000. Et c'était le moment de la littérature carcérale. Et on a vu émerger sur la scène publique des gens qui sont sortis de prison, qui sont revenus d'exil, qui ont écrit des livres, près d'une centaine de livres. Alors c'est souvent des opposants politiques, des opposants marxistes-léninistes, mais il y avait toutes sortes de gens. Il y avait des islamistes, il y avait des militaires, des gens qui avaient été enfermés de manière totalement arbitraire, des gens à plusieurs reprises qui m'ont montré leur marque corporelle, des tortures, etc. J'avais rencontré Serfati, mais aussi, bref, plusieurs figures dans le cadre de mes travaux, et puis par le hasard des rencontres à Rabat. Et donc j'avais mesuré le poids, bien sûr, de ces résistances politiques, mais aussi de la brutalité du régime. On était en train de solder à l'époque les années de plomb. Un jour en Algérie, je me promenais à Mascara en avril 2010 et je cherchais à acheter du vin de Mascara. Et je me promène comme ça et un jour un hôtelier me dit « Monsieur, ici, tu es de l'autre côté du mur ». Et je me suis dit, au fond, oui, il y a une forme de mur qui sépare l'Europe occidentale du Maghreb. Bon. Et ce mur, on ne l'a jamais qualifié comme tel parce que, au fond, la France a toujours été, depuis les indépendances, ou en tout cas s'est voulu l'ami et en tout cas l'allié très proche. L'Occident a été toujours très proche de ces États et au contraire, pendant la guerre froide, il fallait absolument ne pas leur faire peur en commençant à les incriminer pour leur non-respect des droits de l'homme, pour les violences politiques. Je crois qu'en sortant de la colonisation, la France s'est dit qu'elle ne s'occuperait plus jamais de leurs affaires intérieures, ce qui a été à peu près fait. Et du coup, ces résistants à l'autocratie, voilà, ils n'avaient que leur propre force. C'est pour ça qu'on a parlé, tu as commencé par le grand mouvement de 2011. On voit aujourd'hui qu'il y a le grand mouvement en Algérie. Il y a eu les soulèvements du Rif, il y avait eu des émeutes à plusieurs reprises dans beaucoup de villes. Mais au fond, donc il faut peut-être distinguer les mouvements de masse, les néo-dissidents. On reviendra sur le printemps kabyle d'avril 1980, je pense en Kabylie, qui a été vraiment le moment de cristallisation où
toute une fraction du peuple s'est levée finalement contre le régime, puis ça a recommencé en 2001, printemps noir de Kabylie. Bon, il y a eu ensuite un certain nombre de séquences. Mais au fond, à toutes les époques, même les plus dures, même les années de plomb à l'époque de Hassan II, même les années boumédiennes, il y a toujours eu des gens donc des individus, des figures. Je ne sais pas si c'est des héros. En Algérie, il n'y a qu'un seul héros, c'est le peuple. Mais il y a toujours eu des... Alors, on les a dit, hein, les régimes les ont accusés d'être des têtes dures, des nihilistes, des destructeurs, des antinationaux, pas dire des complotistes, mais enfin bref. Et au fond, on a abordé cette question, comme tu l'as dit, en allant les voir. Alors, on a vu plusieurs dizaines de ces personnalités, certainement de manière arbitraire, mais malgré tout, certains sont morts, évidemment, donc on a lu leurs textes, on a lu des écrits, on a lu des mémoires, et puis on est allé s'entretenir avec, je crois, près d'une trentaine d'entre eux, tous les deux réunis, là-bas ou ici, et voilà. Et donc on a essayé, à partir de ces histoires individuelles, de ces histoires de résistance, je distingue bien le dissident, si vous voulez, qui porte un objectif... a priori, il ne veut pas il veut pas diriger le pays. A priori, il s'élève. Peut-être il aurait voulu, il aurait aimé diriger le pays, mais au fond, il sait très bien que ce n'est pas possible. Néanmoins, il va lutter pour un certain nombre d'idéaux, pour la liberté de conscience, pour la liberté politique, pour la liberté d'expression. Bon, c'est pour ça que la presse fait partie de nos préoccupations, parce que les journalistes ont souvent été en première ligne, etc. Voilà. Donc, les opposants, c'est autre chose, hein. Les opposants, il y a eu des grands partis politiques, mais eux, ils sont clairement dans une perspective de participation au pouvoir, ou préparent l'alternance, où ils essayent de rentrer dans l'appareil d'État. Là, a priori, les gens auxquels on s'est intéressé, en tout cas à certains moments de leur existence, ils n'ont pas cherché. Hein. Je termine juste en citant celui qui est devenu président de la République tunisienne après la Révolution, qui a été élu, qui a été très controversé, etc. Mais ce monsieur, Merzouki, moi je l'avais rencontré à Paris il y a 15 ans, j'allais dire que c'était comme un chien battu. Je me rappelle qu'il était très affaibli physiquement, très déprimé, très seul dans sa petite chambre de bonne, là près de la place d'Italie. Il était seul, c'est-à-dire qu'il avait été le président de la Ligue des droits de l'homme, il avait porté des combats moraux, etc. Puis il avait été contraint à l'exil. Et beaucoup d'ailleurs de ces dissidents ont été contraints à l'exil. Et quand ils arrivent en France, ils sont astreints bien sûr au silence quand ils sont partis à l'étranger. Ils ne peuvent plus s'exprimer. Et donc, voilà. Alors lui, ce qui m'intéresse, c'est cette partie de sa vie où il s'est levé contre le régime Bourguiba. Après qu'il ait une carrière politique, je dirais, c'est autre chose. Il s'est servi de sa première partie de sa vie pour faire une carrière politique, c'est très bien. Mais voilà, c'est pas ce moment-là qui m'intéresse. C'est le moment où il va se lever, parmi tant d'autres, contre le régime de Ben Ali. Selon vous, et quand on reprend un peu la fresque historique de votre ouvrage, les premières dissidences naissent avec les nationalistes et conduits au moment des indépendances. Peut-être voulez-vous en dire un mot sur la Tunisie, de Salah Ben Youssef notamment. Oui. Peut-être Claire, tu pourras parler de l'Algérie après. Oui, alors c'est un phénomène qu'on a observé effectivement dans les trois pays. Le phénomène commence immédiatement après l'indépendance. Alors Pierre Vermeuren vient de dire ce sont des gens qui ne veulent pas prendre le pouvoir. Ça, c'est l'observation et qu'on a pu faire en 2011. Il n'est pas sûr qu'au lendemain des indépendances, ces gens en qui nous avons vu des dissidents n'étaient pas des concurrents, finalement, avec ceux qu'on a appelés dans le roman national les leaders naturels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi qu'un leader naturel ?
Et ce que l'histoire désigne aujourd'hui, l'histoire officielle qui est remise en question, et c'est intéressant aussi de voir de quelle manière elle est remise en question, ces leaders qui se sont eux-mêmes qualifiés de naturels ont voulu faire disparaître à la fois physiquement d'ailleurs leurs concurrents, ceux qui étaient aussi légitimes que pour s'emparer du pouvoir et être à la tête de l'État. Alors en Tunisie, ça a été observé avec Salah Ben Youssef, qui était donc un nationaliste, qui avait combattu aux côtés de Bourguiba et au même titre que Bourguiba, qui avait une emprise sur le parti politique qui était le sien. Et la lutte a été réellement terrible parce que dans cette lutte, chacun s'est servi de certains instruments du politique. Donc Bourguiba avait le syndicat, l'UGTT. Salah Ben Youssef a mobilisé les grands commerçants, les propriétaires terriens, et il a dû s'abriter derrière une idéologie qu'il a abritée, c'était le panarabisme, tandis que Bourguiba s'est tourné vers l'Occident et qu'il s'est appuyé sur le syndicat pour mieux avoir chassé, si on veut, Salah Ben Youssef du parti qu'il dirigeait et se débarrasser non seulement de Salah Ben Youssef qui était exilé en Allemagne, mais de se débarrasser aussi du yousfisme. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que qu'est-ce que c'est que le yousfisme? Et là, depuis quelques années, très exactement depuis la Révolution essentiellement, il y a des historiens qui travaillent là-dessus et qui se disent finalement qu'est-ce que c'est que le yousfisme. Alors Salah Ben Youssef avait de son côté le maquis, ce qu'on a appelé les felagas, que Bourguiba a dû retourner contre eux puisqu'ils avaient dû déposer les armes et qu'ils ont repris les armes pour lutter contre Bourguiba. Donc la Tunisie s'est vraiment scindée en deux autour de deux pôles nationalistes. Et ça, c'est très intéressant. C'est Bourguiba qui a gagné. Alors qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Ça aussi, c'est intéressant. Ce sont des dossiers qui sont ouverts par les historiens pour revenir sur la torture à ce moment-là. Des gens qui ont été découpés, qui ont été des fosses communes, etc., et qui se sont demandé finalement qu'est-ce que c'est que le yousfisme, parce que derrière ce terme générique, Bourguiba a mis tous ceux dont il voulait se débarrasser pour montrer que la nation était une et unifiée autour de lui, autour de sa politique. Et là, alors là, je suis moins d'accord avec Pierre, il a eu l'appui des Français dans sa lutte contre le yousfisme. Les États, oui, les chefs d'État, oui, bien sûr. Au niveau des chefs d'État. Oui. Donc ça, c'est un exemple qui a marqué les Tunisiens et la mémoire collective s'en souvient encore. Ensuite, il y a eu d'autres strates, il y a eu effectivement les socialistes, il y en a eu d'autres jusqu'aux islamistes. On va y venir, mais peut-être Pierre... Veux-tu nous parler un petit peu de l'Algérie, des combattants de l'indépendance, comme Messaliage notamment, qui a été en résidence surveillée en France, à New York notamment. Mon grand-père l'a gardé. Pour une petite anecdote, il était jeune inspecteur de police en 1957, il commençait sa carrière. Alors, Messaliage, je dirais, n'en parlons même pas, parce que lui, il a été carrément... Bon, il y a eu une guerre, hein. Bien sûr, oui, il y a eu une guerre, bon, sauf qu'elle a eu lieu pendant la guerre d'Algérie entre le MNA qu'il dirigeait et le FLN. Bon, une guerre très meurtrière qui a fait plus de 10 000 morts. Donc, c'est vrai que ça pose... dès que la perspective de l'indépendance arrive, évidemment, il faut s'emparer du pouvoir et ça entraîne des conflits, comme on vient de le voir en Tunisie, ou comme l'a prouvé dès la période de la guerre d'Algérie, cette guerre intestine entre le FLN et le MNA, le mouvement national algérien. À l'indépendance, de la même manière, de l'Algérie, il y a eu, au fond, l'accaparement du pouvoir d'État par l'armée de Boumedienne,
qui a choisi, qui avait quand même besoin d'une tête politique et qui a choisi Ben Bella. Mais au fond, il a fallu faire place nette et notamment écarter, soit tout de suite, soit après coup, ceux qui avaient vraiment construit le FLN et qui avaient déclenché la guerre contre la France. Et notamment les 9, le comité des 9, hein, si on fait la liste, il y a ceux qui se sont ralliés, il y a ceux qui ont été tués et ceux qui ont été exilés. Exilés étant notamment Aït Ahmed qui a déclaré dès 1963 une sorte de soulèvement en Kabylie avec le Hajj et qui a bon et puis il s'en est suivi une guerre certes modeste mais qui a quand même fait 500 morts en Kabylie et voilà, et donc il y a eu la marginalisation finalement de ces figures politiques et y compris des figures militaires qui avaient mené la guerre contre les Français à l'intérieur, au profit de l'armée de Boumedienne. Et ça donne, bien sûr, tout le personnel politique antérieur à l'indépendance a été écarté. Alors, tu as parlé de Messali Hadj, on pourrait parler de Farhat Abbas, qui a écrit la Révolution confisquée. Les leaders du FLN, à leur tour, bon, certains ont été tués en Europe, d'autres ont été pourchassés, et certains, bien sûr, sont rentrés dans l'appareil d'État. Mais voilà, donc c'est vrai que l'indépendance, c'est un moment très dur, très particulier, et il s'est focalisé un noyau de résistance à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, autour du FFS, qui a été proclamé donc en même temps que cette guerre en 63, et qui est toujours un parti politique d'opposition jusqu'à nos jours, même si son leader est mort il y a quelques années, et qui a réussi à fédérer. Alors c'est un mouvement socialiste sur le papier, c'est un mouvement socialiste d'ailleurs, d'opposition, mais qui finalement s'est inséré, ne s'est pas mélangé, mais a été fortement ancré, disons, dans la population kabyle et dans les élites kabyles, dont une partie, bien sûr, a été dans l'appareil d'État et une autre partie a rallié le FFS dans la dissidence. Voilà, c'est un exemple. C'est pas un très bon exemple par rapport à ce que je disais avant, mais comme tu dis, le moment des indépendances, c'est quand même un moment très particulier, avec des effets très durables aussi. Est-ce que tu peux continuer sur le Maroc et notamment sur l'Istiklal, Oui. la scission avec Ouais. l'émergence Oui, du CFP, la figure de Mehdi Ben Barka qui arrive, secrétaire général de la Tricontinentale, dans de nombreux combats, adversaire Oui. Hassan II qui aura un destin tragique, et peut-être Mohamed V qui récupère aussi un peu ce combat pour l'indépendance, et ça se voit encore dans les jeux du palais aujourd'hui, avec une division des partis. Au Maroc, donc, même situation, enfin, bon, donc, très différente bien sûr de l'Algérie, mais néanmoins, l'indépendance installe tout de suite une sorte de guerre. Bon, c'est pas une guerre ouverte, bien sûr, avec des militaires, mais c'est une guerre politique entre des groupes. Et bien sûr, le match principal, je dirais, oppose le palais et son armée d'un côté, et de l'autre, l'Istiqlal. Mais l'Istiqlal, qui considère au début que le roi est faible et que le roi est revenu grâce à son action, va s'en prendre tout de suite à l'autre parti nationaliste, qui est le parti démocrate, le parti de la Shura, parti démocratique de l'indépendance, qui va être traité de la même manière que les youssefistes en Tunisie, hein, avec beaucoup de morts, hein, des centaines de morts, de personnes torturées, etc., notamment à Tétouan. Voilà. Donc il y a ce premier règlement de compte. Et puis ensuite, une fois que le Parti communiste est rapidement interdit, une fois que l'Istiqlal est puissant, et se retrouve face au palais, il va être atteint à son tour d'un syndrome de division, puisque l'aile gauche va donner naissance en 1959 à l'UNFP, c'est-à-dire l'Union nationale des forces populaires, qui va, derrière la personnalité de Ben Barka et d'autres, essayer va se lancer dans une opposition non seulement à la direction historique, j'allais dire, mais surtout une opposition frontale au Palais Royal. Et il s'ensuit une opposition radicale qui va entraîner l'assassinat de Ben Barka à Paris et qui va entraîner une période de soulèvement
qui va, avec notamment l'appui du régime algérien, entre parenthèses, entre 65 et 73, qui va se terminer par le dernier fait d'armes, si je puis dire, de cette opposition, c'est le soulèvement qui a eu lieu dans le Moyen Atlas en début 1973, qui a été, alors bien sûr, le régime marocain dit que c'est piloté par les Algériens, mais peut-être armé et aidé, mais en tout cas, ce sont quand même des Marocains qui vont se lancer dans cette affaire. Voilà, il y a une forme de combat politique post-indépendance qui dure jusqu'au début des années 70. Et qui laisse derrière lui, tout ça fait beaucoup de dégâts évidemment. Dans les 3 pays, ces luttes installent au fond la dictature. Parce qu'une fois que les opposants ont été éliminés physiquement ou emprisonnés ou ont eu très peur ou bien ont été chassés, la place est celle d'un État autoritaire qui n'a de compte à rendre à plus personne. Et je disais, la France, bien sûr, va soutenir les États. La France ne disparaît pas, mais disons qu'elle ne s'occupe plus des opposants, elle soutient les États, point. Voilà. Alors avec la coopération, avec tout un tas de choses, bien sûr, mais elle ne s'occupe plus de ces querelles intérieures qu'elle ne commande pas, et personne ne les commente. Alors, juste un mot encore pour revenir sur ta première question, parce que j'avais oublié de dire une chose. Tu disais par rapport au régime des pays de l'Est, bon, nous, quand on emploie le mot dissident, c'est pour dire une position de résistance sur la très longue durée et avec des effets à long terme. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à Alger ou ce qui s'est passé en Tunisie, on se dit qu'au fond, cette voie de la liberté, elle n'a jamais été perdue. Bon, mais ce ne sont pas pour autant des régimes totalitaires, ce sont des régimes autoritaires, c'est pas l'Union soviétique, c'est pas la Chine, voilà, ce sont des régimes autoritaires, parfois capables d'extrême violence, mais en même temps c'est des autocraties un peu débonnaires par certains côtés. Donc mais ce ne sont pas... voilà. Donc les dissidents ne veut pas dire qu'on a oublié qu'il y avait une Union soviétique au Maghreb, c'est pas notre idée en tout cas. Mais par contre, des régimes autoritaires et policiers. Peut-être, je voulais prolonger quelque chose qui vient d'être dit. C'est vrai que ce sont des faits historiques, mais qui se prolongent parce qu'ils ont marqué finalement les régimes politiques. Ça vient d'être dit. Et dans le cas de l'Istiqlal, par exemple, pour banaliser l'Istiqlal et en faire un parti comme les autres, la monarchie a mis en place le multipartisme. Alors, on entendra beaucoup dire au Maroc que le multipartisme, c'était un choix d'ouverture politique dès les lendemains de l'indépendance. Non, ce n'était pas du tout un choix d'ouverture politique, c'était une manière de marginaliser, de banaliser l'Istiqlal, et de cette lutte, justement, entre le palais et l'Istiqlal, va naître un régime. Va être un régime qui est encore en place. Même chose pour l'Algérie. Lorsqu'entre 62 et 65, on a balayé, et c'est Boumedienne qui va se débarrasser effectivement de tout ce qui le gêne, et arrivé en 1965, le régime est encore là. Donc nous ne sommes pas dans l'histoire, nous sommes dans une histoire politique qui se prolonge et face à des régimes qui sont encore en place. Les dissidents, il y en a toujours. Sauf en Tunisie, c'est un peu différent. Ces années post-indépendances sont aussi celles de la confrontation avec les islamistes. Certains seront contraints à l'exil, comme le cheikh Rached Ghannouchi en Tunisie. D'autres, comme le fils, seront interdits de gouverner alors qu'ils ont gagné les élections. Au Maroc, ils seront tolérés, mais on acceptera leur présence dans le jeu politique bien tardivement, et encore pas pour tous, parce que justice et bienfaisance est encore en dehors du jeu. Alors, effectivement, le phénomène islamiste va émerger au Maghreb à la fin des années 60 déjà. En Tunisie, il est déjà existant. Et là, en tout cas, dans le cas de la Tunisie, peut-être c'est un peu différent dans les autres pays, Bourguiba a du mal à comprendre le phénomène islamiste. Il a du mal à le comprendre, toute forme d'opposition, il faut bien le dire.
toute forme d'opposition parce que c'était peut-être un despote éclairé qui pensait avoir beaucoup fait pour son peuple. Et la dissidence déjà de gauche, il ne comprenait pas, d'où effectivement ces difficultés à comprendre le mouvement Perspective, dont on a encore des acteurs aujourd'hui. Et il leur a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai tout donné, je vous ai donné l'éducation, je vous ai donné l'instruction. J'ai développé le pays pour vous. Mais alors pour les islamistes, c'est encore différent. C'est différent parce que Bourguiba n'a pas mis en place un régime laïque, comme on le dit souvent. Il a soumis le religieux au politique et il pensait qu'il y avait matière à satisfaction pour tout le monde. Pour les religieux, pour les ulama, même s'il avait fermé la zitouna, mais il pensait aussi que les autres pouvaient vivre en paix. Et une contestation radicale de son régime qui lui vient de gens qu'on appelle les islamistes et qu'on ne connaissait qu'en Égypte ou au Moyen-Orient, c'était une chose qu'il ne pouvait pas accepter. Et il pensait qu'en les décapitant, en prononçant des peines de mort, il se débarrasserait de ce mouvement. Et c'est une grave erreur qui va conduire justement à sa chute en 1987 parce qu'il avait prononcé des peines de mort et que Ben Ali, qui était son Premier ministre, a voulu s'emparer du pouvoir en justement essayant d'éviter ces têtes qui tombent, et donc il fait un coup d'État en novembre 1987 et il essaye de mettre en place un pacte national par lequel il va rassembler toutes les mouvances politiques, y compris l'islamisme. Alors dans ce pacte national, il invite Ranouchi, qui est donc le leader historique de la mouvance islamiste tunisienne qui est d'obédience frères musulmans. Mais Ranouchi lui-même a un profil un peu différent parce qu'il est philosophe et donc il a pensé finalement le rôle du religieux dans le politique et il l'invite à faire partie de ce pacte national. Les islamistes jouent le jeu, ils acceptent, ils rentrent d'exil, ils sont libérés de prison, ils échappent à la peine de mort et un an après, effectivement, c'est le tournant. C'est le tournant et il refuse que ce mouvement islamiste participe à la vie politique pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est qu'il s'aperçoit que l'armée, dont on pensait qu'elle n'avait absolument rien à voir avec l'islamisme, était aussi traversée par des courants islamistes. Et ça, c'est une chose qu'il découvre et que nous avons aussi en partie, non pas découvert, mais on a eu des témoignages dans ce sens, de la part notamment de colonels de l'armée qui avaient organisé des coups d'État contre lui. La deuxième chose, c'est qu'à partir de 1990 et à partir de l'ouverture du système algérien, après la crise d'octobre 88, effectivement, c'est l'émergence de l'islam politique et effectivement leur victoire aux élections municipales d'abord, aux élections de 90, aux élections législatives de 91. Et là, il va verrouiller le système, il va se débarrasser des islamistes qui vont partir en exil à ce moment-là. Il va en enfermer beaucoup et le phénomène va être observable aussi dans les autres pays. Mais ce qui est intéressant et qui prolonge ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est qu'à partir de ce moment-là, il était très difficile de qualifier les islamistes. Est-ce que c'était des opposants? Est-ce que c'était des dissidents?
Est-ce que c'était des ennemis du peuple? Est-ce que c'était des gens qui étaient à la solde de pays étrangers, comme ça a été dit? Est-ce que c'était des fous dans le cas de Cheikh Yassine au Maroc, puisque le roi ne trouve rien à dire à sa lettre et qui le fait enfermer dans un hôpital psychiatrique? Donc c'est la manière dont ils sont perçus qui est également intéressante. Peut-être un mot sur l'Algérie, parce que ces années 90, c'est aussi les années où le fils va connaître son apogée, la lutte armée. Oui, alors effectivement, lorsque l'armée tire sur la population en octobre 88, parce qu'il y a des dissensions justement internes au régime, l'armée va vouloir malgré tout maintenir le système, se maintenir finalement, tirer les ficelles du politique et pour sauver sa place dans le dispositif politique, elle décide d'ouvrir le système. Et il y a une véritable ouverture qui se fait à partir de 1989 avec un système associatif, avec des partis politiques, avec une presse libre qui va demeurer d'ailleurs curieusement, et des élections sont organisées et quand on ouvre le système, effectivement, ce sont les islamistes qui frappent à la porte du pouvoir et qui vont gagner les élections en 90 et pour les 2 tours des élections législatives. Je précise qu'en Algérie, le 2e tour n'a jamais eu lieu. Donc, donc en décembre 1991, le 1er tour où le fils fait un raz-de-marée et en janvier 92, c'est l'arrêt du processus électoral par l'armée et qui va plonger le pays dans une guerre civile qui va s'étaler sur 8 ou 10 ans. Alors à ce moment-là, si vous voulez, à partir de là, il y a 2 pôles qui se créent durant cette guerre très meurtrière. C'est le pôle islamiste qui ne dit pas son nom, on ne les voit pas, ce sont des maquis, il y a des leaders, et l'armée qui ne dit pas son nom non plus, et c'est la population qui est prise en étau entre ces 2 forces politiques. Et c'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, le Maghreb politique ou la scène politique qui se divise aussi en 2, entre un courant qui est celui finalement du pouvoir, soit à travers l'armée en Algérie ou dans les 2 autres pays, le pouvoir autoritaire qui se durcit, et d'un autre côté, une opposition, une dissidence qui est portée par les islamistes. Pierre, je crois que tu voulais ajouter quelque chose sur l'Algérie. Ouais, et après, peut-être un mot sur le Maroc aussi, à partir de 95, la domestication, ou du moins la négociation avec les islamistes du Mur et du PJD. Mais très rapidement, revenir en arrière, si vous pouvez faire de la gymnastique, en revenant à l'indépendance, que ce soit au Maroc ou en Algérie, parce que Bourguiba, il fait clairement le choix de la modernisation socialiste, technique, etc. Mais au Maroc et en Algérie, le pouvoir, donc le pouvoir du FLN d'un côté et le pouvoir du Palais Royal de l'autre, ils vont tout de suite honorer, j'allais dire, leurs religieux, notamment ce qu'on appelle les réformistes, les islahistes en Algérie ou les salafistes au Maroc, même si c'est la même chose, même si ça porte 2 noms différents. Et au fond, ils vont être incorporés à l'appareil idéologique de l'État. On a au Maroc Mohamed El Fassi, le cousin de l'autre, qui devient ministre de l'instruction publique. Et derrière lui, la ligne conservatrice que Hassan II va développer, c'est de confier les affaires idéologiques à cette branche réformiste musulmane, mais quand même, disons, assez conservatrice aussi, par rapport à l'option libérale ou par rapport au socialisme, etc., qui sont les grandes idéologies de l'époque.
Et donc, il va leur confier la justice, il va leur confier le ministère de l'école, en attendant que l'arabisation soit techniquement possible, parce qu'il faut qu'il y ait des profs d'arabe. Il va leur confier les femmes, c'est pour ça qu'il y a le code de la famille, la Moudawana, qui est écrit par les grands oulémas marocains. Bon. Donc, il se voit attribuer ça. Et en Algérie, c'est la même chose, au fond. Le FLN, c'est un parti... D'abord, en plus, ce n'est pas le FLN qui prend le pouvoir, c'est l'armée. L'armée, ce n'est pas un club de philosophes. Et donc, ils n'ont pas vraiment d'idéologie. Leur seule idéologie, c'est le nationalisme. Mais une fois qu'il est au pouvoir, il faut quand même diriger la société. Et pour diriger la société, ils vont confier là aussi les fonctions idéologiques à ouléma, à l'association des oulémas musulmans d'Algérie, qui ont rejoint tardivement le FLN pendant la guerre et à moitié sous la contrainte, mais qui se retrouvent investis du pouvoir idéologique à la tête de l'université, à la tête bientôt de l'enseignement supérieur, dans la presse, dans les mosquées. Là aussi, ils vont attendre 1984 pour faire le code de la famille, qui sera aussi rétrograde qu'au Maroc 20 ans plus tard, à l'époque de Chadli. Et finalement, c'est pour ça que l'islamisme, en fait, il est à l'intérieur. Enfin, c'est pas l'islamisme à l'époque, c'est l'islam politique pris en main par les États pour calmer la société et calmer notamment les tendances révolutionnaires et cultiver la fameuse authenticité, comme on disait en Algérie à l'époque. Et il y a un phénomène de maturation qui va arriver à son terme, alors qu'arrive tout d'un coup, c'est pour ça que dès que la société a été littéralement prise en main par cette mouvance idéologique, et dès que les urnes sont ouvertes au début des années 90, le fils apparaît tout de suite, alors qu'on n'avait jamais vraiment entendu parler de lui, à part les maquis de Bouyali, etc. La société, en fait, est prise en main. Et au Maroc, au fond, il s'est passé un peu le même phénomène, parce que Hassan II était beaucoup plus averti, je pense. Puis surtout, lui, il ne doutait pas. Il pensait que de toute manière, il avait le monopole de la direction de l'islam, et que donc tout le reste était insignifiant, au fond. Et que si les Marocains étaient des bons salafistes, ils ne pourraient que se tourner vers lui. Et il se rend compte dans les années 80, et surtout pendant la guerre d'Algérie, la guerre civile des années 90, que son peuple aussi est entré en dissidence. Et religieuse. Et là, il exige qu'on lui fasse allégeance. Et finalement, les différentes branches de l'islam politique marocain vont faire tous allégeance au commandeur des croyants. Sauf une, c'est le fameux Cheikh Yassine et sa confrérie Justice et Bienfaisance, qui bien sûr n'est jamais devenue une association officielle, ni encore moins un parti politique, puisqu'ils sont illégaux, mais c'est quand même un groupe qui est plus ou moins toléré. Il a plus de 200 000 militants aujourd'hui, c'est la première organisation politico-associative du pays, et c'était déjà comme ça il y a 20 ans. Mais qui est... Alors eux, ils sont vraiment dans la dissidence religieuse, parce que pour s'opposer au commandeur des croyants, il faut dire « je ne reconnais pas au fond ton titre ». Et d'une certaine manière, c'est ce qu'ils disent, puisqu'ils disent qu'il n'y a pas de calife en islam ou qu'il n'y a pas de commanderie des croyants, etc. Et bon, alors là, on est sur un combat politico-religieux très complexe, puisque au fond, au Maroc, l'islam politique est partout, il dirige l'État et il est dans l'opposition. Bon, alors on ne peut pas dire qu'il y a les islamistes contre... voilà. Mais donc je dirais, évidemment, on est aux limites de notre compétence par rapport à ce titre, parce que les dissidents auxquels on pense, a priori, ce n'est pas le Cheikh Yassine. Mais il n'empêche que, philosophiquement, en s'adressant au roi, en disant « toi, moi je t'admoneste parce que je suis un cheikh, et en islam on a le droit d'admonester son roi s'il sort, son sultan s'il sort du bon comportement, alors moi je te demande de redistribuer l'argent au peuple, etc. » Et donc là on est vraiment dans une figure politique très étonnante, mais qui existe, et que le pouvoir marocain a beaucoup de mal à faire rentrer dans le rang parce qu'ils ne veulent pas. Alors en même temps, ils ne sont pas au pouvoir. Les frères musulmans qui sont au pouvoir au Maroc, ou qui l'ont été en tout cas il y a quelques années à travers le PJD, ceux-là, ils ont fait allégeance à la commanderie des croyants. À partir de là, tout va bien, je dirais. Bon, mais voilà. Donc c'est un cas très particulier et qui est lié à la spécificité du régime marocain. Le chrono tourne vite. Passons un peu au combat des berbéristes. Printemps kabyle, dernier soulèvement du Rif, avec des revendications sociales, politiques, souvent.
Oui, alors effectivement... Pour qu'on fasse plus logique, je commence sur les années 60 et tu finis sur... parce qu'on Oui, va recommencer pareil et si on veux. inverse les choses. Si vous permettez juste... Non, c'est parce que les régimes nationalistes qui s'emparent... Très vite, hein, les régimes nationalistes qui s'emparent du pouvoir, ce sont des régimes qui ont adopté l'idéologie arabo-islamique, notamment l'arabisme militant contre le français en premier et avec une victime collatérale qui est les langues berbères au Maroc et en Algérie, en faisant un nationalisme presque jacobin basé sur la langue arabe, etc., qu'il faut d'abord enseigner au peuple parce qu'il ne parle pas, il ne parle pas le bon arabe, et puis en plus une partie parle le berbère. Et du coup, en Algérie, ça atteint, je crois, le sommet, si je puis dire, parce que au fond, il y a quand même toute une fraction importante de la population qui est berbère, et puis les Kabyles, pour des raisons liées à l'histoire coloniale, avaient été plus éduqués que les autres. Et du coup, ils se retrouvent comme dans le monde intellectuel et politique, ils sont très présents. Et on leur dit, écoutez, vous êtes des Arabes, Ben Bella le dit, Boumedienne le reprend, et on ne veut plus entendre parler de la berbérité, ça n'existe pas, c'est une invention coloniale. Donc il n'y a même plus de possibilité d'être dissident. Les premiers berbéristes, ils sont tout de suite venus à Paris. Massoud, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a créé l'Académie berbère à Paris, il vient, dès 1963, il s'installe à Paris. Donc, la seule dissidence, c'est ça que je veux dire, après je te laisse la parole, la dissidence qui va exister en Algérie sous Boumedienne, c'est celle des écrivains. Alors, il y a Kateb Yassine, mais qui écrit à la fois en arabe et en français et en berbère, en darija arabe. Et puis, surtout, je pense à Mouloud Mamri. Mouloud Mamri va faire un travail idéologique par ses romans, où il va raconter une autre histoire de l'Algérie, pas du tout l'histoire officielle. Alors, il écrit en français, mais ses romans sont très lus à Paris, sont primés, sont très lus en Algérie, bien sûr. Et il va, au fond, il va expliquer à toute une nouvelle génération qui arrive dans les universités, dans les écoles algériennes, dans les années 60-70, il va leur dire, vous n'êtes pas des Arabes. Mais il ne va pas le dire comme ça, il ne va pas le faire dans des meetings. Il va l'écrire à travers sa littérature, à travers la poésie, à travers tout un ensemble de textes, de cours, d'enseignements qu'il n'a pas le droit de faire, puis il a le droit, puis il n'a plus le droit, etc. Et le printemps berbère, le printemps kabyle en avril 80, il éclate quand on lui interdit de faire une conférence dans l'université de Tizi Ouzou. Et là, c'est l'explosion. C'est-à-dire que tout ce qui avait été comprimé pendant 20 ans en disant vous êtes des Français, vous êtes des étrangers, vous êtes une invention du colonialisme, vous n'existez pas, etc. Vous êtes des Arabes, mais vous ne le savez pas. Et là, tout d'un coup, ça explose en Kabylie. Et il s'ensuit une histoire qui continue jusqu'à nos jours et qui fait qu'aujourd'hui, non seulement l'arabe n'a plus le monopole officiel au Maroc et en Algérie, parce que le Maroc va suivre ce qui se passe en Algérie sur ce plan culturel, mais le RIF, c'est autre chose, Khadija va en parler, mais au fond, là, c'est le résultat vraiment d'une dissidence de très longue durée. Aujourd'hui, les langues amazighes sont reconnues comme langues à la fois nationales et officielles au Maroc et en Algérie. Quand on part des années 60, c'est surréaliste. Et il n'y a pas eu de sang, beaucoup, qui a été versé. Il y en a quand même eu lors notamment en Kabylie en 2001. Hein, il y a eu 170 morts, je crois. Bon, mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, je pense que c'est un phénomène qui est important parce que ces nations unes et unifiées qu'on a voulu mettre en évidence au lendemain de l'indépendance, en niant tous les particularismes, en niant les identités, ça n'a pas beaucoup tenu. Ça n'a pas beaucoup tenu. Et en Algérie, les Kabyles ont été porteurs justement de contestations. Alors ces contestations qu'on a observées depuis le lendemain de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ça se poursuit. Après ce qu'on a observé en Algérie à partir de février, il y a aujourd'hui, quand on regarde un peu la réponse à l'offre de Gaïd Salah en Algérie, il y a le pôle kabyle qui peut-être ne votera pas s'il y a des élections. Donc ça se poursuit encore aujourd'hui. Mais si vous voulez, il y a
la Kabylie a été porteuse de dissidence, mais cette dissidence n'avait pas forcément pour raison des questions identitaires. C'était des questions sociales, des questions économiques, c'était la marginalisation de certains de ces leaders qui étaient des nationalistes, comme Hussein Ait Ahmed ou d'autres, et à cause de ces marginalisations, la Kabylie a effectivement été frondeuse en mettant en avant des raisons identitaires. Et le phénomène se retrouve dans le Rif. Dans le Rif qui, effectivement, a sa propre histoire, puisqu'il y a eu une république éphémère qui a existé. Et il y a eu effectivement des rapports extrêmement tendus entre la monarchie et les gens qui étaient originaires de cette région du nord du Maroc. Il ne faut pas oublier que le train de Hassan II a été caillassé par les Rifins ou autres. Et lorsque ces régions contestent le fait que le développement n'ait pas touché leur région, elles vont mettre en évidence l'aspect identitaire. C'est une chose qu'on n'a pas retrouvée en Tunisie, puisque le fait berbère, non pas qu'il n'y ait pas de berbère, mais que le fait berbère n'existe pas, mais on l'a retrouvé sous d'autres formes après la Révolution, parce qu'il y a eu des fissures. Et il y a eu le Sud qui s'est positionné. Il y a eu effectivement des mouvements de dissidence qu'on a vu apparaître dans certaines régions au nom de leur identité, ou au nom du fait que le développement n'ait pas concerné leur région, puisque 10 ans après la Révolution, il faut bien le dire, les disparités régionales continuent d'exister en Tunisie, et donc ces populations, lorsqu'elles se soulèvent, elles le font aussi au nom de leur particularisme. Avant de passer aux nouvelles formes de dissidence, on a quand même oublié les journalistes et les droits de l'homiste qui ont joué aussi un rôle important. Il faut quand même leur laisser des surprises pour quand ils liront le livre. Non, mais il faut en parler un petit peu quand même. Il y a eu, je ne sais pas, il y a l'exemple de Taoufik Bouen-Brik en Tunisie, il y a eu le journal du jeudi. Le journal du jeudi. Il est bien allumé. Oui, il est bien allumé. Il y a le journal du jeudi aussi au Maroc, et puis il y a eu Le journal hebdomadaire. Oui, le journal hebdomadaire. Oui. Le journal hebdomadaire. Le JDD, c'est autre chose. Non, le journal hebdomadaire. Ah ouais, c'est vrai, le journal du jeudi. Et puis, il y a ces organisations des droits de l'homme qui ont émergé avec des pouvoirs qui essayent de récupérer aussi, de créer leur propre comité. Tu veux qu'on inverse? Je commence. Vas-y. Peut-être avant les journalistes, en Tunisie, la première Ligue des droits de l'homme est mise en place en 1976, et précisément parce que les opposants où les dissidents ont vu qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose contre, elle est mise en place en 1976, contre ce régime autoritaire qui verrouillait l'ensemble du champ politique et l'ensemble de la vie publique. Donc ils vont profiter du contexte qui est très important. 1976, c'est quand même Jimmy Carter qui va décider, pour sortir de l'épisode du Vietnam, d'introduire les droits de l'homme dans sa politique étrangère. C'est malgré tout ce discours à l'international sur les droits de l'homme dont vont s'emparer les opposants et les dissidents, et ils vont mettre en place en Tunisie une Ligue tunisienne des droits de l'homme. Et ce qui est très intéressant avec cette Ligue, c'est qu'elle est autorisée, elle est acceptée par le pouvoir, alors que le pouvoir sait parfaitement qu'elle va œuvrer contre lui. Donc là, c'est intéressant. Et on retrouve ça dans les 3 pays. Et on trouve ça dans les autres pays, peut-être de manière plus spectaculaire en Tunisie, parce que ça permet de voir
comment vont se comporter Bourguiba d'abord, Ben Ali ensuite, à l'égard de cette ligue. Alors, ils ne peuvent pas l'interdire parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, en termes d'image, c'est extrêmement mauvais d'interdire une ligue des droits de l'homme. Le contexte international ne le permet pas, mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas voir effectivement au sein de à l'intérieur de leurs frontières une ligue avec des gens qui s'agitent et qui du matin au soir vont contester leur régime. Donc ce qu'ils vont faire, Bourguiba va essayer, mais c'est Ben Ali qui va réussir. Il va réussir à les noyauter, à mettre en place des lois qui leur permettent d'exister à condition d'avoir un certain quota d'éléments et de cadres qui viennent du parti au pouvoir, du fameux RCD sous Ben Ali. Donc ils sont obligés d'accepter en se disant que malgré tout, l'essentiel, c'est de ne pas disparaître, c'est continuer à être présent. Alors, ils arrivent, mais Ben Ali essaye de les décapiter aussi en essayant d'offrir, et il réussit à le faire, des postes ministériels à leurs cadres et à leurs leaders. Et il réussit parfaitement. Alors, ce qui est très intéressant dans la Ligue des droits de l'homme, c'est que c'est probablement la première institution qui va commencer à défendre les droits de l'homme, de ce qu'on appellerait aujourd'hui les modernistes, et qui va élargir son champ aux islamistes, et qui va finalement défendre tous les citoyens qui sont menacés par ce régime autoritaire. Donc l'expérience est très intéressante parce qu'elle est dans une confrontation avec le pouvoir, elle réussit à perdurer, mais quelquefois en perdant finalement son identité et en tout cas ses leaders les plus importants. Juste un mot, parce qu'on passe au journalisme après, pour ne pas être trop long. Les deux autres ligues. Oui, voilà, les deux. Alors, au Maroc, il y a 3 ligues, en Algérie, il y en a 2. Alors, d'ailleurs, est-ce que c'est la première ligue c'est une bataille d'ailleurs entre le Maroc et la Tunisie pour savoir quel est le premier qui a créé la Ligue des droits de l'homme. Bon, mais au fond, elles naissent toutes dans ces années 70. Et c'est un peu partout la même configuration, c'est-à-dire que l'État ne peut pas l'interdire, mais l'État ne veut pas la laisser libre. Donc c'est pour ça qu'il crée généralement, il aide à la création d'une deuxième ou d'une troisième qui est mieux prise en main que la première, souvent qui est la plus dure. Hein. Voilà. Donc c'est à la fois l'histoire de... Alors là, c'est truffé, si je puis dire, de dissidents, parce que tout le monde se retrouve, au fond, dans la Ligue. Parce que les partis politiques, ils ont une marge de manœuvre très contrainte. Bon, d'abord, en Algérie, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a que le parti unique. Et donc, la seule opposition structurée en Algérie, je dirais légale, jusqu'en 88, c'est la Ligue des droits de l'homme. En Tunisie aussi, bien sûr. Et au Maroc, bon, il y a les partis, il y a une presse, mais au fond, la Ligue va devenir, et encore aujourd'hui, la seule association de masse établie à l'ensemble du territoire qui a vraiment une autonomie d'action politique jusqu'à nos jours au Maroc, c'est la MDH, parce que au fond, l'Association marocaine des droits de l'homme, les droits humains, parce qu'ils occupent vraiment, ils sont à l'intersection du national, de l'international, ils ont des relais bien sûr à l'étranger, ils sont soutenus par les organisations de droits de l'homme au niveau international, par l'ONU, bon, et en même temps, les pouvoirs donc, sont obligés de les subir, et donc de les contenir. Donc ils sont très surveillés, etc. etc. Bon, voilà. Donc c'est une aventure importante. Comme par hasard, en Algérie, elle est née dans le petit milieu qui avait subi la répression du printemps kabyle d'avril 80. Hein. Voilà. Bon. Pour le journalisme, j'en dis un mot. Oui, tu peux peut-être revenir sur l'accession au trône de Mohamed VI. Voilà, c'est ça. Ces hebdos qui se créent, voilà. Pas le journal du jeudi, qui est un hebdomadaire oui. satirique du Burkina Faso. C'est pour ça que j'ai fait la confusion. D'accord. Du combat de Telquel. Parce que Pascal est journaliste à l'Opinion et il couvre toute l'Afrique. Et j'allais dire aussi le Moyen-Orient. Un petit peu, mais enfin l'Afrique. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de champs, beaucoup de cordes à ton arc. On s'est connus au Maroc il y a longtemps quand tu étais à Jeune Afrique. Et alors,
on s'est connus justement à ce moment de transition incroyable où tout d'un coup, il y a eu une sorte de surgissement par la presse et dans la presse des libertés et de la liberté d'expression au Maroc à la fin du règne de Hassan II, au moment où il sait très bien qu'il va mourir, que le régime s'ouvre très progressivement au début des années 90, puis ça s'accélère à partir de 97-98. Et puis ça dure en gros jusqu'aux attentats de Casablanca en 2013 qui ont quand même été un coup d'arrêt assez net dans la phase d'ouverture, hein, parce qu'après la police va reprendre les choses en main, si je puis dire, notamment vis-à-vis des islamistes, puis dans le champ des libertés publiques en général. Mais il y a vraiment eu un moment tout à fait passionnant et tout à fait incroyable où la société marocaine qui était qui avait été fermée, hein, qui était très, comment dirais-je, secrète, parce que rien ne sortait dans la presse officielle, comme d'ailleurs partout. Il faisait toujours beau, etc. On disait même que sous Bourguiba, il n'y avait pas d'accident de voiture, personne ne mourait. Bon, il n'y avait que des bonnes nouvelles. Et tout d'un coup, et de même à l'école, le programme de l'histoire nationale, officielle, extrêmement nationaliste, monarchiste, bien sûr, dans le cas du Maroc, etc. Tout d'un coup, la presse devient le réceptacle de toutes les mémoires refoulées depuis l'indépendance, et parfois depuis la colonisation. Et donc, tout d'un coup, au Maroc, dans les années 98, 99, 2000, on parle du Sahara, on parle des Oufkirs, on parle de Dlimi, on parle du soulèvement de Casa en mars 65, on parle de la guerre au Sahara, on va même donner une interview au chef du Polisario, ce qui paraissait absolument lunaire ou stratosphérique à l'époque de Hassan II et de Driss Basri, à la grande époque des années de plomb. Voilà. Donc, il y a ce moment qui donne... Même de faire un sondage sur la popularité du roi à l'occasion des 10 ans de règne, qui sera interdit parce qu'on ne touche pas à la personnalité royale. Alors même que le sondage était excellent. Bon. Mais le seul fait de le mesurer est louche. Et donc, il y a ce moment, voilà, ce moment qui donne naissance à, alors là, à des figures hautes en couleur, qui émergent à la tête des différents journaux, tels quels le journal, devenu le journal hebdomadaire, le journal de Mrabet, non, avant, Demain, bon, tous ces journaux sont, et il y en a d'autres, hein, des journaux qui sont tolérés, puis interdits, un premier coup de semonce, on les bloque, on jette les exemplaires à la broyeuse, et puis ils retrouvent l'autorisation, puis ils sont interdits, puis ils sont réautorisés sous un nouveau nom, et puis ils commencent à avoir des ennuis, puis finalement ils sont menacés de procès, on les accuse de ne pas payer les imprimeurs, de ne pas verser des salaires, d'être dans l'illégalité, et puis à la fin on les attaque bien sûr pour attaque à la sacralité du roi ou à d'autres, ou d'avoir parlé de la famille royale ou du palais, ou des dépenses, ou des budgets, ou de l'armée, etc. Bon. Et à partir de là, donc c'est pour le régime marocain, qui quand même est très très lié bien sûr à l'Union européenne, pour toutes les raisons que vous savez, c'est comme avec la Ligue des droits de l'homme, c'est très difficile de réprimer de manière ouverte, et en même temps c'est impossible de laisser s'exprimer cette liberté si on veut conserver en gros les choses telles qu'elles sont. Et donc, par petites touches et par des actions à la fois visibles et par des actions invisibles, on a finalement un retour en arrière, hein, assez net. Vous regardez les classements de la liberté de la presse aujourd'hui, d'ailleurs des 3 pays du Maghreb, c'est tout à fait affligeant. Voilà, donc il y a des moments comme ça, exactement comme en Algérie, l'explosion de 89-92, c'est inouï. Hein, c'est inouï. Et puis voilà, après, bon, c'est pas pour ça que la presse est libre, c'est pas pour ça que les journalistes sont libres. Et ça crée donc, je termine, ça crée, si vous voulez, de la dissidence, parce que vous avez des gens qui s'expriment presque librement pendant quelques années, puis tout d'un coup, ils sont sommés de se taire. Alors, ils deviennent de fait des dissidents, parce que ils ont goûté à cette liberté, et puis tout d'un coup... Donc, alors, il y a beaucoup d'exilés, il y a beaucoup de gens qui partent, il y a beaucoup de gens qui partent librement, ou qui sont forcés de partir, ou qui partent pour éviter la prison, ou des amendes de plusieurs millions de dirhams ou autres, etc. Voilà.
Je te laisse. Oui, très rapidement, je dirais qu'effectivement, dans ces deux pays, Maroc et Algérie, même si ça s'est fait différemment, il y avait effectivement l'existence d'une presse à peu près libre, avec bien sûr des garde-fous, ces fameuses lignes rouges du Maroc, et d'une certaine manière aussi en Algérie, même si c'est beaucoup plus pervers en Algérie parce qu'on a le droit de s'exprimer, mais que le pouvoir n'en tient pas du tout compte. En Tunisie, il n'y a pas du tout eu le même phénomène. C'est-à-dire que jusqu'à la Révolution, le journalisme, c'était, en tout cas la presse écrite et la télévision, c'était vraiment la pravda, quoi. Il n'y avait rien à dire, tout allait bien, l'éloge, le culte de la personnalité du chef de l'État, etc. Et c'est probablement pour cette raison, là il y a des études assez intéressantes qui ont été faites là-dessus, que la cyberdissidence naît. Et elle naît assez tôt, et notamment des journaux qui sont en ligne et qui émettent à partir de l'étranger, et comme Tunis News, et qui va émettre tous les jours. Et pendant des années, le pouvoir cherche à savoir qui ils sont, et il ne saura jamais. On ne le saura qu'après la Révolution. Et effectivement, il se trouve que c'était deux jeunes étudiants islamistes basés à Stockholm, et qui ont fini par recueillir des informations et à les écrire tous les jours après leur travail, d'ailleurs en fin de journée. Et donc c'est quelque chose qui est très attendu. Il y a eu le phénomène des blogueurs aussi, qui étaient très lus, et ça montre aussi les limites du pouvoir sécuritaire de Ben Ali. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'on sait contrôler les gens, on sait les contrôler à l'étranger, surtout si on a le concours malgré tout de pays amis, mais on ne sait pas effectivement arrêter un journal en ligne, on ne sait pas arrêter un blogueur. Et maintenant, ils sont un peu plus doués, mais pas complètement non plus. Donc ça, effectivement, ce n'est pas un hasard que ça a été... peut-être que, bien sûr, la révolution, elle ne s'est pas faite par les blogs ou les réseaux sociaux, mais ça a été un outil, effectivement. Et il y a eu, effectivement, une cyberdissidence, toute une communauté virtuelle qui est née et qui s'est reconnue physiquement au moment où elle s'est mobilisée après l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi le 17 décembre 2010. C'est très bien, Khadija, parce que tu as introduit les nouvelles formes de dissidence qui sont nées dans le vent des printemps arabes, avec l'utilisation des réseaux sociaux, toute la blogosphère qui permet de militer et d'organiser des réunions. Et dans votre ouvrage, j'ai repéré quelques nouvelles formes. Il y a le citoyen protestataire politique, celui qu'on voit dans la rue actuellement en Algérie, qu'on a vu en Tunisie avant. Il y a le dissident économique, celui qui fait du boycott maintenant sur certains produits. Il y a aussi peut-être la renaissance des dissidences rurales. Donc vous répartissez peut-être la parole comme vous voulez. On va essayer de parler un petit peu de ces différentes formes. Tu vois ? Oui. Alors, effectivement, la question qui se pose, c'est, puisqu'il y a eu une révolution en 2011 en Tunisie, qui est opposant, qui est dissident, et qu'est-ce que c'est que la dissidence ? Alors, on s'est posé la question, et effectivement, la dissidence, elle continue. Elle continue, peut-être pas sous les mêmes formes, mais elle continue différemment. Et on a vu immédiatement après la révolution de 2011, par exemple dans le sud, dans une oasis du sud de la Tunisie qui s'appelle Jemna, et le problème n'est pas résolu, des gens s'emparer d'une oasis dattière donc, et dire finalement ces terrains sont à nous. Comment ça ils sont à vous ? Eh bien, ils sont à nous parce que quand les Français sont arrivés en 1881 pour le protectorat, la mise en place du protectorat, nos ancêtres ont été dépossédés de ces terres. En 1964, vous avez fait rentrer ces terres dans l'office des
domaniales, et on n'en a pas vu la couleur. Et maintenant, puisqu'il y a une révolution et qu'on nous dit que tout a changé, eh bien, nous allons cultiver cette oasis sous forme de coopérative. Et puisque l'État ne nous aide pas, eh bien, on va opérer. Alors, le problème, c'est qu'ils agissent, ils le font, ils développent la région, ils font vivre des tas de familles, et dans un contexte de transition où l'État est faible. L'État a du mal, justement, à donner, à satisfaire les chômeurs de toutes ces régions de l'intérieur du pays qui n'ont pas connu de satisfaction. Ce n'est pas un phénomène isolé, ça se retrouve dans d'autres régions. Les régions qui produisent du phosphate, enfin la région qui produit du phosphate, Gafsa, va dire la même chose. Elle va dire, attendez, vous êtes bien gentils, nous on produit le phosphate. D'abord, on n'est pas tous pris les fils de mineurs. Deuxièmement, le phosphate ne profite pas au développement de notre région. Donc maintenant, on arrête tout et il nous faut 20% de la production qui profite au développement de la région. Donc très difficile pour le pouvoir de répondre favorablement. Elle est née à Kasserine plutôt. Non, mais par la grande grève de 2008. Ah oui, après effectivement, le phénomène s'est reproduit. Et puis, il y a d'autres régions qui produisent, comme à Kamour, par exemple, le pétrole, où on dit, nous, on ne veut rien savoir, on veut que 20% des rentrées d'argent profitent à la région, des régions qui ont une pluviométrie qui est très importante, vers Jendouba, et qui disent, attendez, nous, on n'a pas l'eau courante, donc ils menacent le Grand Tunis de couper l'eau et d'assèchement. Donc effectivement, alors ça va beaucoup plus loin, par exemple aujourd'hui, si vous allez en Tunisie, et à Tunis en particulier, vous allez vous rendre compte qu'il y a un très gros problème de transport public. Et il n'y a pas de cars suffisants, il n'y a pas de trains suffisants. Et la plupart des gens qui prennent les transports publics ne payent pas. Donc, il y a des bus entiers qui sont arrêtés. On les emmène au commissariat, ils donnent leur nom, ils déclinent leur identité, ils donnent leur pièce d'identité, ils disent « je ne peux pas payer, mon salaire je ne parviens pas avec mon salaire à payer ». Ils sont relâchés immédiatement et l'opération peut se renouveler. Donc on est devant des nouvelles formes, effectivement, de dissidence, et face à un pouvoir qui est faible, qui n'arrive pas à répondre à ces demandes, qui n'a pas les moyens aussi de créer des emplois, parce qu'il y a le FMI qui demande effectivement de réduire la masse salariale, et d'un autre côté, il y a une demande, et il y a aussi des promesses. Il y a des promesses qui ont été faites en 2011, mais les promesses avaient été faites aussi au lendemain des indépendances. Et nous sommes effectivement... alors la cyberdissidence devient une ancienne forme de dissidence, et là on est dans des nouvelles formes de dissidence devant lesquelles les pouvoirs publics sont vraiment là, n'ont pas de... Ou alors ils répondent, mais à géométrie variable. Il y a deux Maghreb aujourd'hui. Il y a le Maghreb des grandes villes et des régions à peu près intégrées. Et puis il y a le Maghreb des pauvres, ou même des très pauvres. Hein. Et ça, on le retrouve partout. C'est-à-dire que ce que tu viens de décrire à propos de cette oasis, on va le retrouver dans les montagnes d'Algérie, on va le retrouver chez les Touaregs d'Algérie, on le retrouve dans les montagnes du Maroc, on a parlé du Rif, mais la région de l'Oriental, c'est strictement la même chose. On peut le retrouver dans certaines montagnes aussi du Sud. Donc, si vous voulez, il y a à peu près, je ne sais pas moi, si c'est un tiers ou la moitié de la population qui vit dans des régions extrêmement déshéritées. Et ces gens-là, ils n'avaient jamais eu voix au chapitre. Leur seul moyen de s'en sortir, c'était soit d'aller s'installer dans les grandes villes, soit d'émigrer. Et d'ailleurs, c'est dans toutes ces régions au Maghreb que vous avez une immigration qui parle l'argent qu'elle renvoie, les 10 ou 12 milliards d'euros officiels, sans parler de tout ce qui est officieux, qui arrive et qui rentre dans ces régions. Bon. Mais aujourd'hui, la différence, c'est que tous ces gens ont des téléphones portables.
Ils n'ont souvent pas l'eau courante. Ils peuvent ne pas avoir l'eau courante et avoir un téléphone portable et être en contact avec le reste du monde, ou en tout cas avec leur famille dans les villes ou à l'étranger. Et du coup, ce sont des régions qui ont été réintégrées presque physiquement à travers les médias sociaux, etc., dans la communauté nationale, et qui pèsent du coup, qui se soulèvent, qui font savoir que... Alors on avait parlé de la Kabylie, c'était un autre siècle, en 80 puis en 2001, mais aujourd'hui, depuis le soulèvement, le printemps noir de Kabylie en 2001, on voit tour à tour des régions déshéritées. Alors ça a été le cas, c'est là où est née la révolution tunisienne, c'est le cas du sud tunisien, c'est le cas du Rif, etc. C'est le cas des Touaregs qui ont protesté. Ils sont en fait réintégrés et ils essayent de faire pression avec les moyens qu'ils ont. Dans des régimes qui sont toujours autoritaires et qui ne considèrent pas, parce qu'ils considèrent que ces régions, de toute manière, c'est has-been, c'est terminé, c'est le vieux monde, il n'y a pas d'avenir agricole, il y a une pénurie d'eau, donc en fait, ils n'ont pas à leur proposer. Donc ils développent les grandes villes, ils développent un peu les infrastructures, le TGV, Tanger-Med, les autoroutes en Algérie, au Maroc, etc., les grands aéroports à Oujda ou ailleurs, on fait des grandes infrastructures, et puis ces régions sont complètement à l'écart, en dehors du temps, et avec des pénuries d'infrastructures gigantesques. Les Rifins, quand ils sont protestés, c'est pas parce qu'ils étaient berbères, c'est parce qu'il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de tribunal, il n'y a rien. Bon, voilà. Donc la seule solution, c'est de trafiquer ou de partir. Et du coup, mais sauf que tout le monde ne peut pas partir. Et tout le monde ne peut pas vivre de l'économie informelle, même si c'est un peu le cas dans ces régions. Voilà, donc je dirais la nouveauté, c'est que la dissidence, elle s'est comme dilatée. Ce qu'on disait tout à l'heure sur ces figures des années 70-80, à travers les droits de l'homme, etc., on voit maintenant que ça touche des fractions importantes du territoire, et notamment de ces régions déshéritées, j'allais dire désaffectées. Elles ne sont pas désaffectées du tout, mais elles sont vraiment déshéritées, et c'est les perdants de cette mondialisation au Maghreb, beaucoup plus encore que dans d'autres. Et c'est toutes ces régions périphériques d'où naissent l'instabilité. Alors on aurait pu dire que ça n'a aucune importance. C'est ce qu'on a dit en Algérie, au Maroc, très longtemps. Sauf qu'on a vu en Tunisie que ça peut renverser la machine. Parce qu'au fond, qui aurait pu penser que dans ces régions déshéritées de l'intérieur allait naître une dynamique proprement révolutionnaire? Du coup, évidemment, aujourd'hui, tous les régimes sont extrêmement vigilants, attentifs, mais le mal demeure parce qu'il n'y a pas de solution. Pas de solution apportée. Alors du coup, naissent des comportements, alors, tout est essayé, donc le soulèvement régional, les communications sur Internet, le boycott. Le boycott au Maroc, quand ils ont décrété ça, ça paraissait un peu utopique, sauf que en quelques semaines, plus de la moitié de la population dans l'ensemble du pays a arrêté d'acheter un certain nombre de produits qui avaient été identifiés. Ça veut dire que là, vous avez une espèce de résistance passive et invisible et anonyme, enfin pas invisible, mais anonyme, qui va... alors c'est un moyen d'action qui a été évidemment... c'est redoutable ça comme type de résistance, parce que ça peut... c'est des marchés quand même qui sont assez étroits, concentrés sur quelques produits, et donc voilà, donc il y a quand même un très grand malaise social qui aujourd'hui trouve des vecteurs d'expression... et c'est pas forcément incarné dans des figures. Alors, dans le Rif, ça s'est incarné dans un personnage charismatique parce qu'il y en avait un, mais dans beaucoup de cas, il n'y a personne et ça existe quand même. Devenu charismatique. Oui, devenu à l'occasion de ces événements, évidemment. On a pris beaucoup de temps. Je voudrais, dès maintenant, qu'on ouvre les questions avec la salle, avec vous. Et je vous laisserai à la fin des questions peut-être... la conclusion, à la fin des dernières questions, on voudrait peut-être dire un mot sur la réception du livre. Je ne sais pas. Non, moi, j'ai envie d'intervenir à la fin. Non, le microphone est nécessaire, parce que sinon la captation... Non, mais à la fin, il a dit. Mais c'est pas grave, je la poserai. C'est intéressant, puisqu'on est en train d'écouter. Moi, j'ai un petit souci, c'est que, c'est mon opinion, donc par rapport aux différentes situations des 3 pays du Maghreb central, c'est que le processus historique de l'Algérie et ceux du Maroc et la Tunisie n'est pas le même. La Tunisie et le Maroc, c'était des protectorats.
ou gouvernera, alors que l'Algérie, c'était des départements, ça veut dire français. Donc voilà, c'est pour ça que ce que je veux dire au niveau de ce qu'on appelle les oppositions politiques, post-indépendance, en Algérie, n'ont pas à être comparées à celles de Tunisie et du Maroc. Voilà. Il ne s'agissait pas du tout de situations qui étaient identiques. On ne le dit absolument pas. Et on revient justement sur l'histoire de ces trois pays. Mais effectivement, ce qu'on a voulu observer, c'est les formes de dissidence dans ces trois pays. C'est-à-dire que ce livre, c'est aussi une relecture de l'histoire politique de ces trois pays, chacun ayant effectivement son histoire, sa spécificité, ses spécificités. Il ne s'agit pas du tout de plaquer une grille de lecture sur les autres pays. Ce n'est pas du tout notre ambition et ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. Ce n'est pas le sens de la question. Le sens de la question, ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas le sens de ma question. J'ai compris que ce n'était pas, ça veut dire une superposition d'un cas sur l'autre. Ce que je voulais dire, c'est que c'est-à-dire les processus historiques. Moi, je suis issu d'Algérie, donc je connais un petit peu l'histoire de mon pays. Et les soubresauts de l'histoire berbère, elle ne date pas d'Avril 80, les 63, les 62, c'est à la naissance du MTLD. Oui, tout à fait. Donc c'est une question qui était pertinente jusqu'en 49, avec des dissensions, etc. On va pas... Et ce que je veux dire, c'est que l'Algérie s'est retrouvée, enfin le territoire algérien tel qu'il est, avec le peuple qui vit sur ce territoire-là, comme ça a été tracé, au lendemain de l'indépendance, c'est-à-dire il y a eu, il y a eu une acculturation sociale, il y a eu... Bien sûr, et on le vit aujourd'hui. Quand tout à l'heure vous avez dit, monsieur, un Kabylie, c'est pas la même, c'est-à-dire le même effort au niveau de la transmission du savoir, etc. Il y a eu un effort qui a été fait pendant l'ère coloniale, qui a été centré sur la Kabylie. Et les conséquences, on les voit aujourd'hui. C'est que par rapport à ce qui se passe à la révolution pacifique, aujourd'hui du 22 février, il suffit d'un mot d'ordre dans la région de la Kabylie, les mécanismes de pouvoir se structurer existent. Et dans les autres régions, n'existent pas. Dans la difficulté... ce que je veux dire, c'est qu'en Algérie, c'est une histoire, c'est pas pour faire comparer. C'est pour remettre les choses à leur place. Parce qu'il y a eu une forte déstructuration. C'est pas que l'ère française, c'est même l'ère turque, etc. Donc c'est une succession d'actions coloniales sur 3-4 siècles. Et c'est pas facile pour les gens qui ont survécu sur cette terre-là de pouvoir retrouver des repères facilement. Surtout que post-indépendance, on nous a succédé. Voilà. Okay. Merci. Messieurs et monsieur. Les dissidents sont les héros de votre ouvrage, mais ce sont des héros sans visage. Il n'y a pas de portrait de dissident que vous pourriez nous peindre. Il y en a beaucoup dans le livre. Il faut lire le livre. Ce sont des héros sans gloire, en tout cas, pour paraphraser le titre d'un livre. Ouais. Mais à l'origine de ce projet, c'était effectivement on avait beaucoup de portraits de dissidents. Et on s'est dit, est-ce qu'on fait un livre avec des portraits de dissidents ou est-ce qu'on s'essaye à une relecture de l'histoire politique du Maghreb à travers ce biais-là de la dissidence. Et on a opté pour le deuxième parce que c'est beaucoup plus facile à lire, beaucoup plus intéressant. Mais les portraits sont réellement très nombreux dans ce livre. Et à la fois, il y a quelques femmes aussi, je vous rassure. Ah oui. Il
Il y a des femmes, il y a des berbères, il y a des militaires, il y a des islamistes, il y a des gens de toutes les générations. Donc on a essayé non pas de faire quelque chose de représentatif, mais à peu près 25 portraits qui ne sont pas des petits encadrés, qui sont insérés au texte, mais qui n'en sont pas moins des portraits. Et ça a été facilité par justement cette littérature carcérale et par le fait que par des interviews, des témoignages de certains d'entre eux. Donc ce n'est pas une dissidence sans visage. Ah non, absolument pas. Mais c'est vrai que là, dans le cadre d'une conférence, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps et puis voilà, ça aurait été un peu arbitraire. Mais rassurez-vous, je parlais tout à l'heure de Mouloud Mamri, voilà, j'en parle pour avoir un nom. Moi, je voudrais, si vous me permettez, juste vous poser une petite question. J'ai le livre, je ne l'ai pas encore lu, mais j'aimerais savoir s'il y a une dissidence syndicale, parce que vous n'en parlez pas, à l'intérieur de l'UGTA ou l'UGTM au Maroc. Est-ce qu'il y avait des dissidences à l'intérieur? Est-ce que c'était toujours le même son de cloche? Comment ça se passait? Je ne l'ai pas encore lu, mais est-ce que vous en parlez? Alors, par exemple... Puis, je termine ma question, puis je voudrais revenir juste surtout sur votre intervention, parce qu'à un moment donné, vous avez accordé plus d'importance au facteur social et économique dans une certaine révolte, ou bien, j'espère ne pas me tromper, surtout quand vous parlez de la Kabylie. Oui, d'accord, c'est très important, mais il me semble aussi qu'il y avait une grande attente quand même à tout ce qui est bien immatériel, à savoir même tout ce qui est référence à un imaginaire historique et culturel qui a été touché. Bon, on peut les mettre à égalité, mais je pense ça a joué un rôle, et même le RIF, quand il s'est révolté, certes, le RIF a été complètement oublié. Moi, il me semble qu'il y a une part importante dans la révolte rifaine. Oui, on peut le dire, mais moi je le ressens aussi parce que dans l'imaginaire rifin, il reste quand même une république. Il y avait une république qui s'était construite en 1933, et ça reste quand même comme un facteur qui revient fréquemment, qui alimente l'imaginaire. Bon, peut-être pas avec une grosse acuité, mais qui reste quand même là et qui... Identité propre à ces régions. Oui, je ne dis pas le contraire. Mais il y a un triangle entre l'identité, la situation sociale et l'héritage ou les revendications politiques. Ce qui rend les choses un peu compliquées. Voilà, mais c'est tout à fait. Voilà. Mais donc voilà, j'ai terminé ma double question. Merci beaucoup. Non, mais le syndicat. Oui, le syndicat. Vas-y. Par exemple, en Tunisie, les dissensions au sein de l'UGTT étaient présentes au moment du soulèvement de 2010 et 2011. Précisément, peut-être la différence qu'il y a entre le soulèvement de 2008 dans la région de Gafsa, dans la région phosphatière de Gafsa, et 2010 tient peut-être à ça. C'est-à-dire que, bien sûr, le syndicalisme est très ancien en Tunisie, il remonte à 1924, il rebondit en 1945 après la Deuxième Guerre, et il a toujours accompagné le mouvement national. C'est-à-dire que la politique économique de Bourguiba dans les années 60, elle reprend le projet des coopératives du syndicat. Alors, les deux chefs d'État qui se sont succédés après l'indépendance, Bourguiba et Ben Ali, ont essayé, chacun à son tour, de domestiquer cette centrale syndicale, avec beaucoup de difficultés pour Bourguiba. Ben Ali réussit à domestiquer, si vous voulez, les cadres supérieurs. Ouais, mais les cadres intermédiaires qui étaient dans les régions et qui étaient dans les bureaux des régions n'ont pas été domestiqués. Et c'est précisément eux qui ont accompagné Mohamed Bouazizi, qui s'est immolé par le feu à l'hôpital et à l'hôpital des Grands Brûlés. Et c'est probablement eux, et justement à cause de cette dissension, qui vont, si vous voulez, faire en sorte qu'un soulèvement au niveau local devienne une crise politique grave et aiguë au niveau national. Et c'est de cette dissension que naît justement le passage de la révolte à la révolution. Donc on en parle effectivement dans le livre, bien sûr. Alors, vous avez vu d'ailleurs qu'en Algérie, là en ce moment, je lisais hier que l'UGTA est en train
d'essayer de chasser ces cadres pour reprendre en main son autonomie, qui n'a jamais pu s'exprimer, évidemment, du fait que ce syndicat a été créé pendant la guerre d'Algérie par le FLN et qu'il a été totalement soumis, et néanmoins représentatif, mais quand même soumis au pouvoir politique. Dans les années 60-70, il n'a jamais vraiment pu avoir de marge de manœuvre. Ce qui, pour le coup, est une différence avec le Maroc aussi, parce que c'était quand même une sorte de contre-pouvoir, comment tu dis, contrôlé par le pouvoir central, mais accepté. Parce qu'au fond, vous avez des syndicats de gauche, voire d'extrême gauche, qui ont perduré sous la période de Hassan II. Certains ont été pris en main par les islamistes, notamment les syndicats étudiants, mais au fond, ces organisations, elles ont quand même traversé toutes ces années autoritaires jusqu'à nos jours. Voilà, avec évidemment des marges de manœuvre variables, mais alors on n'en parle pas trop parce que c'est institutionnel, alors que nous on s'est plutôt polarisé sur ce qui n'était pas institutionnel. Hein. Voilà. Quand on prend les GTA en Algérie, il y avait une mouvance trotskiste qui était assez active Il y avait une mouvance trotskiste assez active avec des gens qui étaient très proches du pouvoir. Donc il y avait à l'intérieur même des GTA une énorme dissidence qui parfois, lors des fameux congrès, ça se terminait très mal parce qu'on ne s'entendait jamais sur les plateformes. Voilà. Monsieur, est-ce que vous pouvez passer le micro à votre voisin? Je crois qu'il a une question. Deux mots simplement pour approuver l'essentiel de ce que vous avez dit. Ça me paraît très important, en particulier ce que Pierre Vermeren soulignait, le fait qu'il y a deux Maghreb aujourd'hui, effectivement, le Maghreb des villes, celui de la modernité, celui des périmètres irrigués, etc. Et puis ce rural profond sur lequel j'ai pas mal travaillé, j'ai produit un bouquin là-dessus, bon, il est derrière vous. Mais c'est surtout, ce que je voudrais dire, c'est que, à mon avis, il n'y a aucune espèce de solution qui est encore apportée à ce problème de la tyrannie intérieure, dont vous avez très bien souligné combien elle se réveille aujourd'hui, comment elle réclame aussi sa part d'au moins 20% des productions pétrolières ou phosphatières. Enfin bon, une toute petite, enfin pas tout à fait à l'égard de ce que Pierre Vermeren a dit sur ce que j'appelle les années de plomb au Maroc. Elles ont été quand même terribles. Hein. Je crois que ayant vécu au Maroc à cette époque-là, la terreur était profonde et je me souviens de l'intervention d'Hassan II à la télévision quand il maniait un tout petit poignard et puis il expliquait qu'il fallait vraiment que les enfants restent dans les écoles et que les parents poussent leurs enfants à revenir dans les écoles. C'était l'époque où tout le mouvement de souffle était interné, etc. Donc, moi, je parle d'un terrorisme d'État. Je crois que cette notion de terrorisme d'État, il faut vraiment la vulgariser actuellement, puisqu'on a tendance à attribuer le terrorisme à d'autres groupes. Les États, à l'époque d'Hassan II, faisaient régner une véritable terreur dans la population, et ils se sont maintenus avec le soutien de nos pays occidentaux, bien souvent, grâce à cette répression. Ouais. Moi, j'ai le privilège d'avoir vécu sous 3 régimes autoritaires et très autoritaires, Hassan II, Ben Ali et Moubarak. Et c'est vrai que, bon, Moubarak mis à part, c'est vrai que cette peur, enfin, le gouvernement par la peur, il est très impressionnant quand on débarque, on ne connaît rien et on se rend très vite compte qu'il y a un problème, et parce que les gens se chargent de vous l'expliquer. J'ai l'impression, en partie, du fait de... j'ai aucune vénération pour la modernité technologique, mais malgré tout, par rapport aux années 80 même, il y a quand même eu une mise en circulation. Enfin, la peur, j'ai l'impression, en Algérie aujourd'hui, au Maroc aussi, les gens s'expriment beaucoup plus. Ça ne veut pas dire que le régime s'est fondamentalement libéralisé, mais il y a un autre rapport à l'intérieur de la société. Alors évidemment en Tunisie tout a explosé, donc ça on comprend pourquoi, mais ce n'est pas le cas au Maroc et ce n'est pas le cas en Algérie.
Et enfin, c'est peut-être le cas en Algérie en ce moment, mais pas tout à fait. Et du coup, voilà. Donc, mais la peur, oui, je l'ai connue, je l'ai touchée de près. Quand il suffisait d'habiter au Maroc dans les années 80, on voyait très très bien ce gouvernement par la peur. De toute manière, le symptôme, c'était le fait que les gens n'acceptaient de vous parler que seuls dans une voiture, en roulant, les fenêtres fermées et à voix basse. Hein. Et ça, enfin, pour dire des choses politiques. Donc là, on se dit, il y a quand même un problème. Bon. Mais oui, bien sûr, tout le monde l'a perçu au Maroc à l'époque. Ça, c'est fini ce temps-là. Mais... Bonsoir tout le monde. Donc moi, j'ai deux petites questions. Un, pourquoi on parle de Maghreb et pas de l'Afrique du Nord? Deux, pourquoi on parle de dissidents? Et une petite troisième, est-ce que dans votre livre, vous avez cité, ou vous avez largement parlé du rôle de la France et son influence sur les pays que vous appelez les pays du Maghreb, et que moi je dis l'Afrique du Nord. Merci. Tu y vas ou j'y vais? Je connais très bien le débat. C'est vrai qu'on a dit à la période coloniale toujours l'Afrique du Nord. Avant ça, on disait les États barbaresques. Et puis du jour au lendemain, à partir d'Abdelkader, comme c'était un chef arabe de fait, on s'est mis à parler des Arabes et du coup, mais on n'a pas transféré. Les Berbères, Abdelkader. Non. Bon, ça c'est. Enfin, les Français ont pensé que c'était un chef arabe. Ils ont pensé. Donc voilà. Donc on a parlé de l'Afrique du Nord et l'Afrique du Nord, ça c'est devenu dans l'imaginaire français à la décolonisation. C'est-à-dire qu'on a changé toutes les catégories de mots. C'est-à-dire que berbère est apparu comme une catégorie coloniale, ce que ça n'est pas, mais ça va. L'Afrique du Nord est apparue comme une catégorie coloniale, et on a voulu faire bien, si je puis dire. Et puis le nationalisme arabe a poussé dans le sens de la promotion de l'utilisation du mot Maghreb. Alors je sais que chaque fois que j'emploie un mot ou l'autre, j'ai des remarques. Bon, voilà, que faire? Je comprends ce que vous dites, hein. Certains me disent même, il faut dire Tamazra, la Berbérie. Non, bon, c'est une traduction de l'arabe. C'est la traduction de l'arabe, voilà. Bon, on ne dit plus l'arabe parce que c'est impropre, mais en arabe, c'est ce qu'on dit. Dans les pays du Maghreb, on parle du Maghreb. Parce que l'Arabie... Bon, mais maintenant, si vous voulez... L'Afrique du Nord, c'est un continent pratiquement, et l'Arabie, c'est tout petit. Oui. Donc Sincèrement, moi, aussi, je ne trouve pas que ce soit très important. Si, c'est super. Désolé, madame, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'il y va de notre identité et de notre histoire. De parce qu'en notre tant qu'arabe, on se retrouve plus. Vous avez moins d'identité en étant maghrébin? Je ne suis pas maghrébin, je suis algérien déjà. Et donc je suis berbère, amazigh. Moi, je me considère maghrébine, monsieur. Non, je ne suis pas maghrébin. Je ne peux pas être le Maghreb de quelque chose qui est plus petite que moi. Ah ouais. Dans ces cas, l'Indonésie aussi, c'est l'Est de l'Arabie alors. D'accord, mais alors... Voilà, parce que le Maghreb arabe, c'est en référence au pays du Golfe. Tout simplement. Au pays du Golfe. Au pays du Golfe. Bon. Mais je pense que, si vous voulez, c'est un débat à la fois culturel, politique et idéologique, etc., que je comprends très bien. Je comprends pour... Moi, je comprends voilà. pas du tout. Bon, après, je pense que la catégorie Afrique du Nord, si moi je dis à la Sorbonne, je dis je travaille sur l'Afrique du Nord, je passe pour un colonial. C'est ça qu'il faut intégrer. C'est qu'on va dire celui-là, il se prend pour un... Oui. Avec son casque, vous voyez. Donc, un orientaliste, colonialiste. C'est compliqué, hein. Il y a des gens qui me l'ont dit, des Français, ils m'ont dit, mais pourquoi tu dis Afrique du Nord, t'es plus aux colonies? Ouais. Bon, donc les Berbères, maintenant, vous voyez, on peut dire Amazigh ou Berbère, ça c'est admis. Mais ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, si vous disiez les Berbères, on disait, bah, toi, tu te prends... Voilà, bon. La deuxième question, c'est les dissidents. Oui. Je crois qu'on en a parlé. On en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé quand même. On a fait un livre là-dessus. Voilà. Bon, et puis la troisième question... C'est juste le choix du terme, en fait. Oui. Pourquoi dissident? Est-ce que l'expliqué au début de la conférence? Désolé, j'étais arrivé un petit peu en retard. Ok. Un troisième, c'était le rôle de la France. Ah, le rôle de la France. On en l'a dit aussi. Alors, vous savez, ce livre, on ne l'a pas fait tout seul. On l'a fait notamment avec des grandes figures de la dissidence des 3 pays. Enfin, peut-être on peut les appeler autrement. Et moi, j'avais, à plusieurs reprises, parlé de la France. Et un des auteurs importants qui nous a aidés, il n'a pas écrit, mais il a relu, il a commenté, il m'a dit, écoute... enlève-le, parce que c'est notre histoire, c'est pas l'histoire de la France.
D'accord ? C'est pas l'histoire des influences. On a notre histoire. Alors, moi, et voilà, donc on a voulu écrire une histoire de l'Afrique du Nord, si vous voulez, des dissidents dans cette région du monde, qui s'appelle le nord de l'Afrique aussi, et qu'on appelle aujourd'hui couramment le Maghreb, qu'on le veuille ou non. Mais voilà, donc l'idée c'était de dire en gros, c'est une relation entre les habitants de cette région et leurs appareils d'État. Alors après que la France, que ces gens viennent en France, oui, mais quand ils viennent en France comme exilés, ils peuvent plus s'exprimer politiquement. Donc il me dit, mais pourquoi tu parles de ça, puisqu'ils n'ont pas pu rien faire, etc. Bon, le débat, on a eu ce débat, et c'est vrai qu'on a essayé un petit peu de sortir du face-à-face, en l'occurrence franco-maghrébin, pour faire un face-à-face maghrébo-nord-africain, si vous voulez. Voilà. Juste une petite remarque. Je ne parlais pas du rôle de la France parce que vous ne pouvez pas le préciser, mais je parlais de l'influence de la France. Et quand on dit influence, ça ne veut pas dire que c'est toujours au-dessus de la table. Parfois, c'est en dessous de la table. Moi, je vous le dis, l'Algérie était un zoo, c'est devenu une réserve. C'est devenu une réserve. Bon. On va peut-être passer à une autre question. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Monsieur ? Si vous voulez sortir Merci. Et qu'on vous dédicace quand même le livre, n'hésitez pas. Merci. Une question difficile parce que, et en même temps très opérationnelle. Qu'est-ce qu'avec tout votre travail sur la dissidence dans cette région du monde, on peut dire sur l'émergence de cadres dans le mouvement algérien d'aujourd'hui ? C'est-à-dire de cadres. Comment ce mouvement va produire des leaders dans des discussions que je peux avoir avec des amis algériens, ils réfèrent toujours à des hommes politiques, mais qui ne sont pas dans le mouvement. Et donc, au Maroc, il y a Youssef Zafi, avec ses qualités et ses limites. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Alors, peut-être que les historiens n'aiment pas parler du présent chaud, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette capacité de ce mouvement à faire émerger des cadres pour être les interlocuteurs, tout simplement ? Au Soudan, il semble qu'il y a eu... que ce mouvement ait généré des gens qui ont dialogué avec l'armée. C'est ce que je vois de très loin. En Algérie, on n'a pas ce sentiment. Alors moi, j'ai le sentiment, en observant ce qui se passe au Soudan et en Algérie, sans vouloir les comparer, que c'est peut-être un point de différence. Au Soudan, effectivement, il y a des gens qui ont porté ce soulèvement, ce changement, cette volonté de changement. Et peut-être que la question, ce serait de se demander pourquoi il n'y a pas l'équivalent de ça en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Peut-être que c'est inhérent aussi au régime lui-même. Je ne dis pas qu'il était plus clément ou moins clément, ce n'est pas une question de clémence, mais je dis que dans un certain cas, il y a une dissidence qui a pu s'organiser. Ils ont pu rassembler aujourd'hui, si vous voulez, au Soudan, ce qui n'est pas possible en Algérie aujourd'hui. Alors, c'est encore plus difficile de désigner des cadres ou des leaders de la dissidence en Tunisie. Qu'est-ce que la dissidence aujourd'hui en Tunisie ? Quelles sont les figures ? Il n'y a pas de figures. Maintenant, est-ce qu'effectivement, on est dans une époque où on a besoin de leaders, on a besoin de visages qui portent, ou est-ce qu'on a besoin tout simplement, non pas d'idéologie, mais d'idées porteuses de changement ? Peut-être que les attentes ont changé également et qu'on n'est plus dans les leaders providentiels qui sont obligés de porter un projet, y compris un projet de changement. En Tunisie, on a vu pendant la Révolution, il n'y a pas de leader non plus. Enfin si, c'est des jeunes gens, des très jeunes gens qui ont émergé, des figures, et puis après des personnes qui sont revenues de l'extérieur souvent, des hommes politiques, des vieux militants qui ont repris le ballon en main. Alors on n'en est pas là en Algérie. Pour l'instant, en Algérie, le régime, que je sache, il est toujours là. Et ce qui fait la puissance de ce mouvement, justement, c'est qu'il n'a pas de visage.
Parce que si c'était une personne, si c'était une région, on a parlé de la Kabylie, si c'était des individus, ils seraient broyés, probablement. Mais là, quand vous avez des millions et des millions de personnes dans la rue, ça change, et partout, ça change quand même la donne. Et c'est d'ailleurs, on voit bien que c'est comme une vague qui tape contre un mur, qui recule lentement. On ne sait pas jusqu'où il va reculer. On ne sait pas s'il va être débordé, mais voilà, on en est là. Donc après, peut-être que dans un deuxième temps vont émerger des figures, mais là, l'élection, le but pour l'instant, c'est qu'elle n'ait pas lieu, si je comprends bien. Donc personne n'a envie de rentrer dans une compétition dont le peuple apparemment ne veut pas. Hein. On verra s'il y a un report, s'il y a des élections pour une constituante, etc. On n'en est pas là. Si je peux ajouter un mot, parce que j'ai travaillé un Bien peu sûr. sur ces deux pays aussi ici. Dans le cas du Soudan, il y a l'association des professionnels soudanais, qui est une association qui comprend différents corps. Il y a vous avez les médecins, vous avez les pharmaciens. C'est une association Professionnelle. Et qui a réussi à fédérer et qui a réussi à attirer les partis politiques qui sont très affaiblis. Parce que les partis politiques n'ont pas de chance de jouer dans le jeu politique demain. Donc c'est elle qui a réussi à fédérer. Et il y a une contrainte extérieure aussi. C'est que la situation économique du Soudan n'est pas celle de l'Algérie, où il y a encore des réserves, bien qu'elles aient fortement diminué, je crois, de 150 milliards de réserves de pétrole en 2012 à, je sais pas, on est 70, 80, ouais, 70 aujourd'hui. Alors que le Soudan a besoin de 2 milliards de dollars qui vont être fournis très certainement par l'Arabie Saoudite et les Émirats prochainement. Et donc, il y a cette besoin. Et puis, il y a une pression américaine aussi. Il y a une pression américaine et on est dans un jeu où on a Abdel Fattah el-Sisi qui agit pour les Émirats et pour l'Arabie Saoudite et qui est au passage actuellement président en exercice de l'Union africaine, donc il peut se prévaloir aussi de ce titre-là, qui lui était pour une transition assez longue, mais avec un gouvernement assez fort, militaire. C'est le vœu aussi des Émirats et de Riyad. Et de l'autre côté, vous avez les islamistes qui étaient plutôt proches du Qatar et de la Turquie, qui, eux, sont actuellement assez démonétisés. Et dans les leaders militaires qui sont actuellement à la tête du comité de transition, on est plus proche de l'Arabie Saoudite, parce que notamment, vous savez que c'est les Soudanais qui font utiliser comme mercenaires et qui servent même de chair à canon beaucoup au Yémen. Est-ce que vous me permettez juste une petite remarque? Je voulais rebondir juste. Bon, on a dit aussi que les Gilets jaunes n'avaient pas de leader. Hein. Oui. Mais il y aurait eu un Robespierre qui aurait pris la parole, on l'aurait remarqué. Je pense. Hein. Il faut aussi qu'il y ait quelqu'un. Au Maroc, il y a eu Zefzafi, mais il n'aurait pas été là, il n'aurait probablement pas eu de visage. Résultat, il est en prison pour 20 ans. Donc, il faut aussi avoir particulièrement du courage et du charisme et une puissance. Il n'y a peut-être pas des personnalités comme ça tout le temps. Enfin, vous voyez, c'est quand même assez exceptionnel. Bon, je ne parle pas de lui parce que je ne le connais pas, mais voilà, les grandes révolutions ne suscitent pas toujours des visages. Mais, je crois que si on revenait à 2011, je crois qu'on a changé d'époque aussi. En 2011, effectivement, quand le Nobel a voulu consacrer la révolution tunisienne, son problème était de ne pas trouver de figure. Alors, il y a eu effectivement la figure de Bouazizi qui s'est immolé par le feu, oui, parce que toutes les révolutions génèrent leur mythe et leur mythologie, mais qui s'est très vite évaporé. Et du coup, il a consacré, il a donné, le Nobel a été donné à 4 institutions, précisément parce qu'il n'y avait pas de leader qui incarnait ça. Donc ça, c'est très important. Je pense qu'on est passé à une autre époque, et les Gilets jaunes le montrent, ou d'autres mouvements d'ailleurs, où il n'y a pas, ailleurs, en Ukraine ou autre, où il n'y a pas de leader qui incarne. Mais nous sommes, nous, peut-être un peu vieux, dans l'attente de... je veux pas, je dis nous, moi je veux... dans l'attente justement de ces leaders providentiels. Et le régime algérien a pris une mesure quand même qui est assez particulière par rapport à la Tunisie. Si ma mémoire est bonne, il a interdit à la diaspora de jouer un rôle politique et de se faire élire
en Algérie, s'il y avait un processus à peu près... Ce qui ne s'est pas fait en Tunisie. Ah oui, en Tunisie, dans les premières institutions, il y a eu énormément de personnes de la Bien diaspora. sûr, même après. Mais ça ne sera pas possible en Algérie. À loi constante, évidemment. Si tout est balancé, ça repartira autrement. Mais... Or je sais, pour être prof à la Sorbonne, que j'ai une armée d'étudiants algériens extraordinaires. Il y en a une armée, beaucoup de filles, hein, mais une armée. Bon, c'est... Voilà, après... Moi, je voudrais juste intervenir, si vous me permettez. Je pense que le mouvement algérien a produit un leader incontestable. Les Algériens se sont unifiés comme jamais. Et jamais l'Algérie ne s'est sentie aussi consciente de sa force et de ses moyens et de ses capacités. Donc je pense qu'on en est là. Et donc il y a un leader, c'est vraiment le peuple. Oui, mais le problème, c'est que Gaïd Salah parle au nom du peuple et la rue parle au nom du peuple. Et historiquement, en Algérie, on ne sait pas où est le peuple. La rue est d'or, c'est ça. Mais tout le monde a parlé au nom du peuple. Donc, du coup, est-ce que c'est véritablement un leader? Est-ce qu'il s'incarne dans une figure, un mouvement? Ça reste pour l'instant, pas encore, on le voit bien. Mais le but est d'affaiblir le plus possible ce pouvoir et de pousser, c'est ça le but, de pousser et d'aller jusqu'au bout et l'affaiblir. À la différence du Soudan, c'est qu'en Algérie, on n'a pas été contraint encore, et le général Gaïd Salah n'a pas ouvert un espace de discussion. On est dans une solution constitutionnelle pour le moment, avec une date d'élection qui est programmée. C'est complètement différent pour le moment. Et c'est pour ça qu'il y a encore aussi des gens dans la rue, parce qu'eux ne veulent pas de ces élections. On conclut peut-être on conclut ou... Hein, je crois qu'on ne va pas vous épuiser quand même. Tu dis le mot de la fin? Non, c'est vous. Vous voulez peut-être revenir sur la réception du livre? Tu voulais en parler peut-être d'un mot, tu y vas ou j'y vais? La réception du livre, oui, ce livre a été bien reçu en Tunisie et en Algérie, à ma connaissance. Moi-même, je l'ai présenté à plusieurs reprises, notamment à la foire du livre à Tunis. Je pense que la réception de ce livre est liée au fait que ce n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre d'histoire politique, mais avec une histoire qui se prolonge et qui se continue aujourd'hui. Et c'est peut-être cet aspect qui est gênant pour certains, je ne sais pas lesquels, mais certains, et qui est important pour nous, et ce n'est pas un hasard que les auteurs soient à la fois historiens et politologues, et qu'on a conjugué aussi nos connaissances et notre approche pour faire ce livre. D'un mot, la réception a été très polie, mais on a eu pas mal de presse en France, plutôt sympathique. Mais on n'a pas eu de presse, bien sûr, au Maghreb, sauf en Tunisie. Non, et en Maroc. Oui, on a un petit article 6 mois plus tard qu'on a écrit nous-mêmes, mais bon. C'est une interview. Oui, c'est une interview. Mais voilà, donc on peut dire que globalement, c'est silence radio. Après, les Algériens, ils vivent d'autres choses, ils ont d'autres chats à fouetter que de s'intéresser à ça. Et puis en plus, vous savez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, et c'est particulièrement vrai en Tunisie, où aujourd'hui ce livre peut être présenté facilement, mais un livre comme ça est inabordable pour 90 à 95% des habitants d'Afrique du Nord. Parce que ça coûte, avec l'importation, etc., c'est inabordable. Voilà. Et il y a vraiment un problème structurel de diffusion. Voilà. Donc on va probablement essayer de le faire coéditer. Après, en France, vous savez, s'il n'y a pas un scandale d'État, ce genre de livre n'intéresse pas grand monde. Ça intéresse vous, je vous remercie d'être là. Mais voilà, ça n'intéresse pas énormément parce que c'est compliqué.
C'est compliqué. Oui, nous sommes dans la relecture de l'histoire. Voilà, il fait partie de ces livres qui relisent l'histoire. Voilà, donc peut-être qu'il aura une petite carrière et que ça marquera un moment d'histoire parce qu'il sera toujours valable dans 10 ans. C'est quelque chose qui a été écrit sur un moment historique important et qui va rester. Après, vous savez, moi quand je fréquente un peu les journalistes ou la classe politique, ils ont quand même une approche des questions maghrébines ou nord-africaine, qui laisse pantois. Voilà. Donc peut-être que c'est un remède. Hein. Donc en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et merci à Ali Remo. Et merci à Pascal d'avoir passé son début de soirée avec nous.